masse terrestre maintenant. Donc on est beaucoup plus. Ouais, vous voyez, c'est la même chose que ça, mais vers le bas, là, à gauche. Et vous voyez que pour la même masse, on a des rayons très différents. Donc des densités très différentes. Et donc le problème, c'est on a besoin de beaucoup plus de précision à la fois sur les barres d'erreur, sur les masses et les rayons, de façon à distinguer les pointillés. C'est par exemple une planète en glace, une planète en silicate, une planète en fer, vous voyez. Et donc on a besoin de beaucoup plus de précision pour essayer de démêler ce qui est, de séparer, distinguer des planètes telluriques, des planètes gazeuses, mini-gazeuses, des planètes océans, parce qu'il y a aussi des planètes océans, c'est-à-dire qui sont recouvertes d'eau ou de glace. Et puis toujours la relation masse-rayon, mais là en allant vers les étoiles, vous voyez, donc ici, là c'est ce que je vous montrais avant, puis là c'est pour les étoiles. Évidemment, on essaye de combler où il manque des observations, et c'est justement le domaine des naines brunes. Mais alors entre parenthèses, hein, vous voyez, les deux courbes ne sont pas du tout, enfin ça ne se suit pas. Et donc ça montre bien que les processus de formation, ils sont complètement différents des planètes et des étoiles. Et donc on essaye de combler le schéma là, et on y arrive. Vous voyez cette étoile. Cette étoile-là, ben, c'est une étoile, c'est une vraie étoile, mais qui a un rayon d'une hors-planète. Et puis on trouve même Corot 3 par exemple. Vous voyez. Ah, voilà, on a une grande diversité. Alors si on met tout ça dans ce schéma-là, la masse de la planète en fonction du demi-grand axe, donc la distance à l'étoile. Alors, il n'y a pas les 1800, hein, parce que c'est vous voyez. Alors, en haut, à droite, ben, c'est celle qu'on peut photographier. Enfin, c'est les images, c'est plutôt des planètes qui sont en haut à droite, parce que la séparation est très grande. Un peu partout, c'est les vitesses radiales. Donc, là, vous avez les Jupiter chauds. Là, vous avez ce qu'on appelle les Neptunes chauds. Et puis là, ben, les super-terres, évidemment, le challenge c'est de peupler ce schéma-là de façon à descendre le plus possible pour atteindre les terres. Vous voyez la Terre, le point le plus bas, là, c'est justement par là, autour du pulsar. Alors la dernière chose, c'est s'il y a une atmosphère autour de la planète extrasolaire. Quand la planète va passer devant son étoile, elle va laisser une signature spectrale dans le spectre de l'étoile. L'atmosphère va laisser une signature spectrale. Vous voyez le schéma, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère et donc va laisser une signature spectrale dans le spectre de l'étoile. Et donc la planète va apparaître plus grande si elle est observée à une longueur d'onde qui est très absorbée par l'atmosphère. S'il y a une atmosphère. Alors voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut mesurer. Là vous avez l'étoile, vous regardez l'étoile, vous mesurez le flux de l'étoile en fonction du temps quand il va y avoir transit. Donc vous voyez la planète, en jaune c'est le disque de la planète, donc dans la lumière visible, là, comme ça on ne voit pas. Et puis autour vous avez l'atmosphère en bleu. Là. Et voilà ce qui se passe. Donc l'absorption en noir, c'est les 1 ou 2% dus au transit. Je vous ai expliqué tout à l'heure, mais superposé en plus une petite absorption supplémentaire due à l'atmosphère en bleu. Alors vous voyez que là, pour l'atmosphère, c'est pas 1 à 2%, mais c'est 10-4. Donc ça devient beaucoup plus difficile à observer. D'ailleurs, du sol, on n'y arrive pas, mais avec le Hubble Space Telescope, on y arrive. Et voilà la première détection de l'atmosphère d'une planète extrasolaire. Là, ça a été fait dans la lumière de l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Parce qu'on a choisi ça, parce qu'il y en a beaucoup, donc on a un peu plus de chance de le voir. C'est la raie, alors cette raie de l'hydrogène, c'est la plus forte raie de l'hydrogène, c'est l'Iman alpha, elle se trouve dans l'ultraviolet lointain, donc on ne peut pas l'observer du sol, il faut un satellite. Et donc là, vous avez en vert, c'est le spectre de l'étoile, une étoile du genre Soleil, dans la raie Lyman alpha de l'hydrogène. En vert, c'est avant le transit, et en rouge, c'est pendant le transit. Et vous voyez qu'il y a une absorption supplémentaire. Et l'absorption supplémentaire, c'est de l'ordre de 15%, c'est-à-dire beaucoup plus que le 1,5% que je vous ai montré, c'est la même planète que tout à l'heure, hein, Osiris. Et donc on avait deux contraintes avec ça, alors je vais aller vite là-dessus, avec cette observation de 15%, vous voyez, s'il n'y avait pas d'atmosphère, 1,6%. Si tout le lobe de roche, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'endroit où la gravité de l'étoile et de la planète s'équilibrent. Donc si on remplit tout le lobe de roche de la planète d'hydrogène, on aurait dû voir 10% d'absorption. Et on voit 15%.
qui veut dire qu'il y a des atomes d'hydrogène qui sont au-delà de la limite de Roche, c'est-à-dire qui ne sont plus sensibles à la gravité de la planète. Donc il y a des atomes d'hydrogène qui s'échappent de la planète. Puis il y avait un autre argument avec les vitesses. On voit des absorptions, le rouge, là, jusqu'à de moins 130 à plus 100 km par seconde. On peut calculer la vitesse d'échappement, la vitesse de libération de cette planète-là, 54 km. Donc là encore, il y avait des atomes d'hydrogène qui étaient au-delà de la vitesse de libération, donc qui s'échappaient. Conclusion, c'est que la planète, elle est en train de s'évaporer. Exactement comme tout l'hydrogène de la planète Terre a disparu au début de la planète. Donc la planète elle-même, c'est en train de s'évaporer. Alors on peut faire des tas de calculs, des tas de modèles pour essayer de voir combien de temps ça prend. Il est possible qu'un certain nombre de planètes extrasolaires qu'on voit sont les résidus de la planète une fois que toute l'atmosphère a été évaporée. Et tout ça, c'est encore en débat. Alors l'atmosphère de planètes extrasolaires, ça a été détecté en hydrogène, vous voyez, en oxygène, en carbone, et grâce à des observations dans l'infrarouge, de transit dans l'infrarouge, là toujours une planète là, dans l'infrarouge, vous voyez le rayon de la planète en fonction de la longueur d'onde. Donc ça c'est les observations, et les rayons de la planète en fonction de la longueur d'onde. Et on peut interpréter ces observations avec, par exemple, des diffusion rayonne de grains de poussière, puis là avec l'absorption du halo, au méthane, ou à d'autres molécules. C'est-à-dire que grâce à l'infrarouge, les transits dans l'infrarouge, on peut détecter l'atmosphère de planètes extrasolaires dans des molécules, et l'eau a probablement été détectée maintenant. Là, c'est encore en débat pour celle-là, mais dans d'autres cas, dans très peu de cas. L'oxyde de carbone a été détecté, peut-être le gaz carbonique. Voilà. On est capable de caractériser l'atmosphère de planètes extrasolaires. Et puis, une dernière chose. Ça, c'est beaucoup plus récent, c'est très récent. Enfin, les observations datent de 2010 et 2011, mais c'est publié que cette année. Parce que le traitement de ces données-là, ça prend du temps. Là, vous avez des observations d'un transit avec le Hubble Space Telescope dans la lumière Lyman alpha de l'hydrogène. Et vous voyez qu'en 2010, apparemment, il n'y a pas de transit. On ne voit pas le transit, donc on ne détecte pas l'évaporation de la planète. Mais en 2011, on le détecte. Et une grosse absorption de l'ordre de 12%. Et alors, de façon absolument extraordinaire, c'est qu'en même temps, en 2011, pendant qu'on faisait ces observations-là avec le Hubble Space Telescope, en même temps, il y avait d'autres équipes qui observaient la même étoile dans les rayons X. Et alors voilà, vous voyez les rayons X à gauche, là, c'est les points de flux en rayonnement X de l'étoile. Et à un endroit, il y a comme un flair, comme on voit sur le Soleil. Donc, en rayons X, on voit un flair. Et comme par hasard, c'est quelques heures avant, vous voyez, 8-10 heures avant le transit, le temps du transit. Et donc, probablement, la variation qu'on voit dans le transit, dans Lyman alpha, en hydrogène, est due à l'influence du flair de rayons X de l'étoile. C'est-à-dire que c'est peut-être le premier cas de météorologie spatiale. Alors, vous savez que maintenant on fait de la météorologie spatiale, on surveille le Soleil pour essayer de prédire ce qui va se passer sur Terre quelques heures ou quelques jours après. Et bien là, peut-être qu'on a fait c'est la même chose, mais pour un système extrasolaire. Donc c'est rigolo. Évidemment, c'était par hasard, parce qu'on n'avait pas décidé d'observer rien. Bon, alors la course aux planètes, je reviens à la figure du départ. Donc ça, les planètes géantes, c'est déjà découvert, les autres aussi. Bon, les planètes telluriques, on n'a pas encore tout à fait, mais voilà le premier exemple. Donc vous avez peut-être entendu parler de ça, c'était donc l'année dernière déjà, autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Alpha Centauri. C'est une étoile triple. Autour d'une des étoiles de ce système triple, la plus proche du Soleil, 4 années-lumière, il y a probablement une planète du genre Terre. Avec ces caractéristiques-là, 1,1 masse de la Terre, une période de 3 et quelques jours. Ça a été fait avec la méthode des vitesses radiales, mais c'est toujours en débat parce que là, il faut des centaines d'observations et le signal à mesurer est tellement petit qu'il faut attendre une confirmation. Mais récemment, Kepler a publié Kepler 78b, et là, c'est à peu près sûr, là, parce que on le voit en transit aussi. Vous voyez le rayon, 1,16 rayon terrestre et 1,8 masse de la Terre. Et donc là, on avait une densité de 5,5. C'est bien une planète tellurique. Et puis, un autre exemple,
Vous voyez, 3 masses, 3 planètes. Mais celle du milieu, c'était la première fois qu'on détectait une planète dans la zone habitable de son étoile. Alors vous savez ce que c'est que la zone habitable? Voilà la zone habitable du système solaire. La zone habitable, c'est la zone en bleu, là, autour d'une étoile. S'il y a une planète dans cette zone-là, et s'il y a de l'eau sur cette planète, alors l'eau pourrait être liquide, parce qu'elle n'est pas trop près, pas trop loin, etc. La zone habitable, alors évidemment la Terre est dans la zone habitable, non ceci. La zone habitable, on peut la calculer pour n'importe quelle planète, hein, il suffit de mesurer le flux. Et en particulier pour la planète Gliese 581, en haut c'est le système solaire. Vous voyez, Gliese 581 c'est une étoile beaucoup moins chaude que le Soleil, beaucoup plus rougie, et donc la zone habitable est beaucoup plus proche. Et il y a 4 planètes détectées autour de cette étoile, dont l'une, la D, probablement dans la zone habitable, c'était le plan Nicolas. Entre parenthèses, la E, c'était jusqu'à récemment, c'était la plus petite en termes de masse. Mais maintenant vous avez eu celle d'avant qui est Persona 18, qui est encore plus petite. Voilà où se trouve le meilleur spectrographe au monde, le plus précis pour faire ce genre d'études. Là, c'est ARPS, au foyer du télescope de 3,60 m de l'ESO, dans le désert d'Atacama, au Chili. Et donc, il a trouvé des centaines de planètes, etc. Il y a la même chose à l'Observatoire de Haute-Provence. Ce n'est plus Elodie maintenant, mais c'est Sophie, qui ressemble, c'est presque un clone de l'ARPS, mais le télescope est plus petit, 1,93 m au lieu de 3,60 m. Et puis le site est moins bon, mais bon, ils en ont découvert des dizaines, etc. Alors les perspectives pour les missions au sol d'exoplanètes, c'est l'optimisation de Sophie à l'OHP, donc ils espèrent descendre en dessous du mètre par seconde. Entre parenthèses, le mètre par seconde, donc vous détectez facilement des Jupiters, mais pour des Terres, il faudrait descendre au centimètre par seconde, parce que pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est visitable, hein, mais vous ne verrez jamais le spectro, parce qu'il faut tellement de stabilité qu'il est enfermé, contrôlé en température, en tout. Très récemment a été installé à Arps, dans l'hémisphère nord, à l'Observatoire des Canaries, sur le télescope italien, je ne sais plus comment il s'appelle, le Galileo télescope. C'est un télescope de 3 mètres, 2 mètres, avec une bonne Arps. Très bientôt, il y aura Espresso, donc un super ARP sur le VLT, donc avec très grande précision. Ça, c'est très rapide, c'est presque fait là, maintenant. Entre parenthèses, ça sera sur le VLT, mais ce sera pas sur un des 4 télescopes de 8 mètres, mais ce sera sur le foyer recombiné des 4 télescopes ensemble. Un foyer incohérent. Sur le Canada-France-Hawaii télescope, donc 3,60 m à Hawaï, il y a, ça vient d'être décidé, donc maintenant c'est en cours, la construction d'un nouveau spectrographe qui s'appelle Spirou, mais qui fera la méthode des vitesses radiales, mais dans l'infrarouge. Et pourquoi dans l'infrarouge? Parce que la majorité des étoiles, elles sont moins brillantes que le Soleil, elles sont plus rouges que le Soleil, et donc il faut aller dans l'infrarouge pour essayer de détecter des terres autour des naines rouges, par exemple. Donc ça fonctionnera d'ici 2017. Puis alors à plus long terme, il y aura un super spectro là, avec une précision énorme, qui s'appelle Codex, là, qui sera installé au foyer de l'Extremely Large Telescope, un télescope de 39 mètres de diamètre. Donc ça c'est un télescope européen. Pour l'instant il est européen, peut-être qu'il deviendra mondial, mais pour l'instant il est européen. Il est presque entièrement financé, il manque quand même encore un petit quelque chose. Donc voilà, les travaux ont déjà commencé sur la montagne, mais bon. Enfin, si tout se passe bien, en 2020, il y aura quelque chose d'extraordinaire avec un télescope de 39 mètres de diamètre. Évidemment, l'Antarctique, c'est un endroit très privilégié pour détecter les planètes extrasolaires, puisque là, vous pouvez observer pendant 6 mois, donc pour trouver des périodes, c'est plus facile, et il y a déjà des manifs en cours, etc. Gaia, donc la pierre angulaire de l'Agence spatiale européenne qui a été envoyée au point de Lagrange l'année dernière. Donc lui, il utilisera toutes les méthodes, mais avec une précision énorme, et donc ce sera des milliers de planètes extrasolaires qui seront détectées par ce satellite-là, mais on n'aura le résultat que pas avant 2020. La perspective pour les missions spatiales exoplanétaires, donc c'est en août 2017, devrait être lancé par la NASA le satellite TESS, Transiting Exoplanets sur le satellite, qui observera tout le ciel, etc. Mais il sera ciblé quand même dans les planètes de courte période. En fin 2017, il y aura le satellite de l'Agence spatiale européenne, la Kéops, qui est en construction, qui est
par les Suisses en particulier, mais avec des collaborations, qui lui suivra, c'est un petit satellite, qui suivra des planètes déjà détectées par vitesse radiale, et donc pour faire des transits de photométrie extrêmement précis sur les coups de période. À plus long terme, mais il est déjà décidé, donc pas avant 2024, mais la décision a été prise, donc il sera construit par la pierre angulaire de l'Agence spatiale européenne, Plateau Planetary Transit Oscillation of Stars 2024. Alors là, ça sera 1 million de courbes de lumière de très haute qualité, enfin des décennies de travail pour l'astrophysique exoplanétaire. Et la dernière, c'est ce que tout le monde attendra après, c'est quand on sera capable de faire des spectres de la planète elle-même. Mais on peut essayer de le faire la même chose pour l'atmosphère de planètes extrasolaires. Là, vous avez reconnu les 3 planètes, Vénus, la Terre et Mars. Et superposé sur les 3 planètes, vous avez le spectre infrarouge des 3 planètes. Et dans le spectre infrarouge, vous avez la signature du gaz carbonique. Ça, c'est normal, on sait qu'il y a du gaz carbonique dans les 3 atmosphères. Mais seulement dans le spectre de la Terre, il y a aussi les signatures spectrales de l'eau et de l'ozone. Ben, c'est ça que tout le monde cherche, c'est ce qu'on appelle des biosignatures. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, ça peut changer, hein, mais à l'heure actuelle, les exobiologistes vous disent que si on détecte les 3 signatures eau, gaz carbonique, ozone ou oxygène, si on détecte ces 3 signatures spectrales, à peu près dans ces proportions-là, à l'heure actuelle, on ne saurait pas l'expliquer autrement que par des processus de photosynthèse, donc de vie telle qu'on la connaît. Donc c'est une des méthodes qu'il y a en poupe dans l'infrarouge. Enfin, vous savez que l'ozone a une signature énorme en ultraviolet, puisque c'est ça qui nous protège des rayons ultraviolets. Donc il y a d'autres méthodes possibles, mais pour l'instant c'est celle-là qui attend en poupe dans l'infrarouge. Et donc tout balance. On verra, probablement, nous on ne sera plus là, mais probablement au XXIe siècle quand même, on aura la réponse si, en tout cas, il y a des biosignatures de la vie telle qu'on la connaît, autrement on ne sait pas, dans l'atmosphère de planètes extrastellaires. Voilà, Benjamin était là. Merci Roger, c'est formidable. J'ai un peu interrompu parce que vous avez peut-être des questions. Donc on peut avoir 5-10 minutes de questions, on va déjà rallumer la lumière. Alors, le micro à chef ne fonctionne pas, mais si vous criez fort, on peut passer les questions. Moi j'en ai une. Donc, je pense que les terres dans la zone habitable et qui ressembleraient à nos terres, on n'a pas encore trouvé vraiment. Ou on me trompe. Je crois qu'il y a, j'ai montré un exemple, oui. Il y a 2 exemples. Mais c'est très très près de Ah oui, c'est très très près, donc a priori elles sont chaudes. Donc pour la vie c'est pas possible. La vie telle qu'on la connaît, apparemment c'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, Guy. Oui, je vais faire un retour dans le passé. Tu as cité un article américain de Struve de 1952 et j'ai signalé à Jean Schneider qu'il a dit dans son encyclopédie qu'en fait, dans le bulletin de la SAP d'août 1938, donc 14 ans avant, il y a un article d'un astronome de Marseille qui avait prédit la méthode des passages et la méthode des... Voilà. Oui, mais tu as raison, je le savais, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'écrire. Je voulais signaler aussi, oui, voilà, ceux qui ont fait la visite au CERN, la première visite au CERN, Michel Maillot nous a montré le HARPS, et c'est le HARPS qui est monté au télescope nord. C'était celui-là qu'on a vu. Il était en construction. Il était en construction. Bon, question. Paul-André, vas-y. Si on découvre une planète avec la vie dessus, il faut savoir la probabilité qu'il y ait une vie pareille à eux. Deuxièmement, le temps que mettra le signal à la vitesse de la lumière pour nous parvenir. Je ne pense pas que dans le système, dans notre galaxie, ça soit possible, et que déjà, dans notre galaxie, et ensuite, si on va dans une autre galaxie, on peut atteindre plusieurs générations, et nous, on ne saura jamais. Mais c'est un problème général. C'est un problème général,
Oui, mais justement, c'est ça la puissance de la science, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller voir sur place pour avoir des informations sur ce qui se passe là-bas. Ça, c'est ça la science aussi. Oui, et puis entre parenthèses, en supposant que toutes les lois de la nature qu'on connaît, elles sont valables au bout de l'univers et tout le temps. Mais si on ne suppose pas ça, on peut s'arrêter déjà. Mais il y a peut-être aussi des gens qui ne veulent pas qu'il soit découvert, parce que penser à Cortés en Amérique du Sud, moi j'aimerais pas être découvert. Non mais, bon, on n'a peut-être pas le temps de discuter, mais c'est le fameux paradoxe de Fermi. Mais bon, en tout cas, ce paradoxe dit que si on suppose que la vie est partout, elle s'est développée partout, oui. Ben dans le tas, il y a forcément des gens une civilisation qui s'est suffisamment développée pour nous avoir visités. Or, on n'a pas de preuve de ça, donc nous sommes seuls. En tout cas, la vie développée, suffisamment développée. Ça, on n'a pas de réponse à ça. Il faudra faire une table ronde un jour là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une question peut-être? Oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez nous dire Cartel? Monsieur Cartel? Oui, c'est une... Une étoile qui s'appelle Captain, c'est ça? Oui. Je ne connais pas en particulier, mais je On n'a pas été présenté. Je crois que c'est l'étoile dont je ne sais plus quel astronome avait passé sa vie à observer de façon à essayer de détecter par astrométrie le petit mouvement. Et il a publié, mais ça n'a jamais été confirmé. Il y a une dernière question là. Peut-être quelque chose m'a échappé, mais il me semble que vous n'avez pas parlé d'ellipticité. Si, j'en ai parlé, des orbites elliptiques, on peut retrouver l'excentricité des orbites justement avec la forme de la courbe de vitesse radiale. Oui, mais vous n'avez pas donné le résultat. Ah ben j'ai pas tout montré, mais on a même trouvé une exoplanète avec une excentricité, avec une orbite d'excentricité 0,9, c'est-à-dire énorme. Mais si on fait la distribution, là j'ai montré quelques distributions en fonction de la on peut faire en fonction de l'excentricité et on trouve tous les cas possibles. Il y a une extrême diversité des exoplanètes dans tous les paramètres possibles. Et donc il y a des tas d'exoplanètes, des tas de types d'exoplanètes qui n'existent pas dans le système solaire. S'il n'y a plus d'autres questions, on va arrêter là, il faut quand même qu'on rentre la salle.